Hello, welcome everyone. Bonjour! So many people here C'est today. merveilleux d'avoir autant de Love to participants take avec a nous moment to aujourd'hui. invite you to Alors, laissez-moi relax in your prendre un space moment today. pour vous Make sure it feels inviter, à vous comfortable. poser, We'll be à vous mettre à starting l'aise. in Nous about allons commencer 3 minutes. dans environ trois Please grab a minutes. drink, Alors, allez put vous your slippers chercher un on, petit and get breuvage, ready mettez to be vos comfortable to pantoufles, enjoy today's tout ce que presentation. ça prend pour So être à grab a l'aise pour towel la to slide présentation down. d'aujourd'hui. It Alors, is a je white vais lire ce que slide. nous voyons On sur the la top left-hand diapo. corner are Alors, dans le icons coin for à closed gauche sont captioning les in sign icônes pour le language. sous, pour Directly below that l'interprétation is the en tab langage Why des signes. Accessibility in Sous blue. cela, vous In the voyez black, the pourquoi subtitle An Introduction l'accessibilité to the et ensuite AAPA and Disability introduction Justice is à below. la loi Below sur that l'accessibilité language is translated into French. et sachez que Top cela est right-hand traduit en corner of the français. slide, En haut à also droite, dans la typed in blue, diapositive, we ce have que an vous open voyez lock with a en red heart bleu, inside. on It voit is enabling un change cadenas avec inside that un the petit French cœur translation. et à Below côté de this cela, la writing, we have a traduction en picture of français. today's Nous avons aussi les presenters. photos Sorry. de nos présentateurs Constance and aujourd'hui, Sarah will be c'est-à-dire also Constance et Sarah. participating today. We Et have 4 logos au bas for de la our partners diapositive, and our nous funders. avons les On 4 the bottom logos de nos left is Orchestra partenaires. Canada, À which is a gauche, lovely colorful Orchestre circle named for Canada, the colors qui of est the un Canadian cercle side. avec plusieurs In couleurs blue, à the côté next du logo is nom Ontario orchestre. Presents. Ensuite, Our Ontario third logo Presents. today is Le Réseau troisième Ontario with a logo, c'est gorgeous red Réseau swirl Ontario around the writing. avec un And our beau logo final en logo on the rouge right-hand et de belles bottom courbes à ce of the logo. slide Et is à the province of droite, Ontario's on logo. voit le logo Again, de la we'll be province de starting in about l'Ontario. 2 minutes. Alors, So nous glad to commençons have so très many people here bientôt. today. C'est Please fabuleux take a d'avoir second autant de moment to drop in the participants chat where aujourd'hui. you're Alors, joining us n'hésitez from. pas à nous We dire are par very excited to have clavardage où you. vous êtes I would aujourd'hui. Nous like sommes to très welcome heureux our de vous avoir French-English aujourd'hui et simultaneous j'aimerais translation maintenant interpreters, prendre Danielle and l'occasion de Caroline. vous présenter Daniel et ASL Caroline, qui sont nos interpreters, interprètes Vanessa de and langue. Matt. Ensuite, Vanessa et Our Matt, LSQ qui sont interpreter, Evan. ASL, des interprètes ASL, et puis And nos our interprètes captioner, LSQ Lori. Alain. Et We have ensuite, la about 1 minute personne before we start, so Laurie, please feel qui se free to charge grab des sous-titres. coffee, Alors, encore une water, fois, mettez-vous à whatever l'aise. you need to get N'hésitez pas à aller comfortable to chercher allow yourself un to take in the breuvage. info that we're all going to be learning together Et today. puis, ensemble, nous allons Just going to check in the list apprendre and see plusieurs if we have choses other aujourd'hui. that I Alors, know there's people from all je over the regarde country. la liste des So participants great pour to voir see s'il y a des you. Hi personnes que je connais Andrew, déjà. Je to vois qu'il y a des gens Anita, qui nous viennent de partout nice à to travers have le pays. folks here C'est from all superbe. types of the arts Et today. je vois We aussi qu'on have vient de toutes sortes de orchestras, formes we have d'art. Nous presenters, avons des gens and I d'orchestre. think Nous we avons are ready to go. Just let me euh, double check. d'autres artistes. Et puis, je All pense que nous right. sommes I'll prêts just à wait for one more démarrer. minute to see if we're ready. I think we Alors, have everyone sommes-nous here. prêts? Je le Let's pense. get started. Je pense que Thank you. tout le monde y est. Thank you so Alors, oui, much. Rachel, So commençons. hello Ben, merci everybody beaucoup. Alors, and bonjour. welcome. I'm Rachel Marks. Bienvenue. Je I am suis a Rachel middle-aged Marks. white woman Je with suis chin-like d'âge blue moyen, hair, une femme blanche and I avec am des one of the cheveux captioning violets assistants mi-longueur. Je porte in the aussi des corner. lunettes d'yeux de chat I'm violette wearing a avec des wrapped étincelles dans le scoop coin. keynote J'ai paper un cut petit chandail necklace noir, and dangly silver earrings, which for some reason always make me feel de belles boucles professional. d'oreilles Over my que right vous pouvez shoulder voir is a tin pendre et bouger. mantelpiece over a Et white au-dessus de mon épaule fireplace. droite se trouve And une over my cheminée left blanche shoulder avec un is a manteau, white avec wall with un a voile black bleu sarcelle. nightstand Et au-dessus, for à ma reading gauche, se on trouve it. un mur blanc avec un My tableau noir pronouns peint are dessus. she and On her, me désigne and par this summer I elle. was gifted with Et this as my sign name. voici mon nom en langage des signes. Welcome to Enabling Alors, Change, Accessibility bienvenue for à Performing Arts, Interaction a pour le 6 changement, session learning accessibilité pour les series. arts de la Before scène, we une begin série de today, 6 I'd like séances to pass you over to d'apprentissage. Avant Catherine de commencer Carlton, aujourd'hui, j'aimerais Executive céder la Director parole of à Orchestras Catherine Canada. Carlton, Thank directrice you, générale and that's d'Orchestre the end of my Canada. thought. Merci. Et c'est la fin de ma So happy to réflexion. be here. Je suis As Rachel tellement said, heureuse d'être I'm ici. Catherine Comme l'a Carlton dit from Rachel, je Orchestra suis Canada Catherine in Carlton Western Canada. d'Orchestre Canada. I am a Je middle-aged suis white une woman with femme short blanche gray hair, d'âge moyen and avec des I'm cheveux wearing a gris black courts shirt et des with lunettes a rondes. gray cardigan. Et I'm j'ai in my home office
une veste grise, je suis chez moi, il y a un rideau brun à côté de moi, ainsi qu'un chat orange et blanc derrière moi, quelques photos, dont un tableau de l'artiste de Kingston, Joan Sutherland, dont je suis très fière. Un rouleau chinois qui représente une grue aussi se trouve derrière moi. Alors, je suis aujourd'hui dans mon bureau à Peterborough, en Ontario, traditionnellement connu comme Nogojiwanong, l'endroit se trouvant au bout des rapides. C'est un territoire traditionnel sous-traité du peuple Mississauga Anishinaabe. Et alors que nous nous préparons à apprendre ensemble, je vous demande de prendre chacun un moment pour considérer les personnes des terres traditionnelles sur lesquelles vous vivez et travaillez. Et réfléchissez à votre rôle dans la promotion de bonnes relations avec les gardiens de longue date de ces terres que nous aimons beaucoup. Le webinaire d'aujourd'hui et cette série de webinaires est l'aboutissement d'un rêve que j'ai depuis longtemps, soit d'être en mesure d'explorer ce que cela signifie pour les arts de la scène, d'être vraiment accessible aux membres du public, aux artistes et au public divers. Aussi important soit-il, il ne s'agit pas seulement de rampes et de portes motorisées. Il y a tellement plus. Et grâce à l'aide financière du ministère des Aînés et de l'Accessibilité de l'Ontario, de nos partenaires d'Ontario, Ontario Presents et de Réseau Ontario, et d'une équipe de rêve qui est composée d'experts, mon rêve devient réalité. Et avec la participation d'artistes et de travailleurs artistiques de partout à travers le pays, il est tout à fait clair que je ne rêve pas seule. Donc, merci à tous. Lauren, je vous passe le micro pour quelques informations logistiques. Bonjour à tous. Merci, Catherine. Je suis Lauren Drew d'Orchestre Canada. Je suis une femme blanche dans la vingtaine avec des lunettes à monture noire et rouge, des cheveux brun foncé mi-longs avec une frange et je porte une chemise de jeans bleu. Derrière moi se trouve un mur gris avec un diplôme vert et blanc de l'Université Trent et une impression graphique noir et blanc qui dit « Vous avez atteint votre limite d'article ». On me désigne par le pronom elle. Je prends le temps de fournir quelques détails logistiques. Nous sommes ravis de travailler avec des interprètes et sous-titreurs professionnels pour rendre l'apprentissage d'aujourd'hui aussi accessible que possible pour nos collègues, avec ou sans handicap, en français ou en anglais. Veuillez patienter pendant que nous expliquons les étapes Zoom pour activer ces fonctions. Si vous avez besoin d'un rappel en cours de route, sachez que ces étapes vous ont été envoyées par courriel hier. Si en cours de route, vous avez des questions ou des difficultés techniques à tout moment du webinaire, autrement dit, veuillez envoyer un message à Fanny Martin via le clavardage Zoom. Fanny est bilingue et s'exprime en anglais et en français. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions par le biais du clavardage Zoom. D'abord, alors, on va commencer par l'accès à l'interprétation simultanée français et anglais pendant le webinaire. Il y a une diapo sur l'écran que vous pouvez voir. Donc, pour accéder à l'interprétation, naviguez dans vos commandes de Zoom jusqu'au bouton d'interprétation. C'est une icône en forme de globe au bas de votre écran. Et vous pouvez aussi entendre le nom interprétation pour cette icône. Alors, sélectionnez cette icône. Les options s'afficheront, français ou anglais, et choisissez la langue que vous souhaitez entendre. Notez que le PowerPoint sera affiché à l'écran en anglais, mais nous afficherons un lien pour afficher la version française dans le clavardage de Zoom. Une copie du PowerPoint en français vous a également été envoyée par courriel avant la séance. Pour l'interprétation ASL LSQ pendant le webinaire, assurez-vous que le paramètre Vue haut-parleur est activé. Vous pouvez déplacer les boîtes vidéo pour repositionner ces interprètes pour une meilleure vue. Pour ce faire, cliquez, mettez le clic de souris et faites glisser la boîte vidéo de l'interprète à l'endroit qui vous convient le mieux. Et veuillez noter que nos interprètes ASL et LSQ changeront de temps en temps et ils allumeront et éteindront la caméra lorsqu'ils le feront. Alors, notre deuxième présentatrice, Constance, utilisera un PowerPoint. Pendant sa présentation, vous pouvez redimensionner les flux vidéo PowerPoint
et présentateur et interprète pour un meilleur aperçu de l'interprétation ASL-LSQ. Pour ce faire, il s'agit d'appuyer sur la touche Échappe de votre clavier pour quitter la vue plein écran de Zoom. Ensuite, vous pouvez passer votre souris sur la ligne grisâtre entre la vue partage de l'écran et les flux vidéo du présentateur et de l'interprète. Faites-la glisser vers la gauche pour réduire la vue partage d'écran et agrandir la vue du flux vidéo. Pour le sous-titrage, notez que ce sont des vraies personnes qui travaillent. Il peut y avoir un léger retard. Ces sous-titres ne sont disponibles qu'en anglais. Alors, il s'agit d'aller au bas de la fenêtre Zoom, de chercher le bouton Transcription en direct, de cliquer sur le bouton fléché vers le haut et puis cliquer sur Afficher les sous-titres pour commencer ces sous-titrages. Enfin, quelques notes de confidentialité. Nous enregistrons cette séance. Vous n'apparaîtrez pas dans l'enregistrement car votre vidéo et vos microphones sont éteints. Et cela ne vous empêche pas d'utiliser le clavardage pour interagir. Notre hôte lira à voix haute tous les commentaires pertinents qui seront affichés. Nous enregistrons une copie du clavardage Zoom de plus pour garder une trace des questions pour le clavardage du café du vendredi. Si vous ne souhaitez pas que votre nom complet soit visible dans la transcription du clavardage, vous pouvez modifier votre nom d'écran Zoom en cliquant avec le bouton droit sur votre nom dans la liste des participants et en sélectionnant Renommer dans la liste des noms. Encore une fois, Fanny Martin est votre personne contact pour le dépannage technique via clavardage. Merci, Lauren. Rachel de nouveau. Dans la séance d'aujourd'hui, nous apportons un changement à l'ordre du jour. Ce sont des choses qui arrivent, comme vous le savez bien. Donc, nous venons tout juste donc de terminer les détails logistiques. Et puis, comme vous pouvez voir, la diapo est dans les deux langues. Pour ce qui est de l'ordre du jour. Alors, pour environ 40 minutes, Sarah Jama nous présentera la justice pour les personnes handicapées. Nous aurons ensuite une pause de 10 minutes et ensuite, Madame Constance se joindra à nous pour continuer la présentation. Et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas de l'Ontario, sachez que la LAPHO est une loi de l'Ontario pour l'accessibilité et les personnes handicapées. Il y a beaucoup à dire. Si vous avez des questions pour Constance, notamment pour clarifier son propos, n'hésitez pas à les mettre dans le clavardage et d'autres questions seront recueillies et pourront être répondues lors du café du vendredi. Alors, sans plus tarder, j'aimerais maintenant vous présenter à Constance. Alors, celle-ci est depuis 12 ans, elle travaille pour les services d'accessibilité du Canada et elle aide les organismes à travers le pays à devenir plus inclusifs et accessibles. Bonjour, bonjour. M'entendez-vous bien? C'est Constance qui parle. Oui, on vous entend très bien. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je suis Constance Hexley. Je vais partager mon écran avec vous. Donnez-moi un petit moment pour le faire. J'y viens, j'y viens. Merveilleux. Alors, commençons par le début. Voici ma première diapositive. Voilà. Donc, merci à tous d'être ici aujourd'hui. Je suis une femme blanche d'environ 50 ans. J'ai les cheveux blonds, courts. Je porte un chandail noir avec un foulard beige autour du cou et je porte des lunettes bleues avec des petites étincelles. Et aujourd'hui, ma présentation porte sur les exigences de conformité avec la LAPHO. Donc, c'est la loi qui existe en Ontario pour l'accessibilité aux personnes handicapées. De plus, aujourd'hui, je vais éteindre ma caméra pour que vous puissiez porter attention à l'information qui sera présentée. Vous pourrez bien sûr l'entendre et la lire. Et
On vous en a envoyé un exemplaire et vous pourriez bien sûr prendre des notes au fur et à mesure. N'hésitez pas à le faire, cela permet de clarifier sa pensée et de poser les questions au moment opportun. Alors, je vais donc éteindre ma caméra. Voilà, cela aide à la bande passante également. Commençons par quelques faits. Ça fait 15 ans depuis que la loi est entrée en place en 2005. Et même s'il y a encore beaucoup de barrières dans les communautés pour ce qui est de l'accessibilité, il y a beaucoup plus de compréhension par rapport à la compréhension et l'accessibilité. Alors, j'aimerais partager quelques statistiques avant d'entrer dans le contenu de la loi. Alors, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est le pourcentage des Canadiens et le pourcentage des personnes en Ontario également. Mais sachez qu'un Canadien sur 5 de plus de 15 ans est atteint d'une incapacité et cela représente près de 25 de la population. 47 des Canadiens entretiennent une relation avec une personne aux prises avec une incapacité ou une difficulté physique. 38 des Canadiens âgés de 65 ans ou plus sont atteints d'une incapacité. 70 des incapacités ne sont pas évidentes. Par exemple, pensons à un appareil pour entendre, pensons à une incapacité cognitive. Alors, 70 donc ne sont pas évidentes, visibles. On ne le voit pas à l'œil nu, pour ainsi dire. 30 des consommateurs canadiens pensent à des facteurs d'accessibilité lorsqu'ils décident d'aller fréquenter une entreprise ou un commerce. 87 des consommateurs sont plus portés à appuyer une entreprise qui inclut les personnes atteintes d'une incapacité dans sa logistique commerciale. 92 des consommateurs sont plus portés à appuyer une entreprise accessible, que ce soit en personne ou par voie numérique. Les Canadiens figurent parmi les plus grands utilisateurs de services en ligne du monde. Plus de 81 des personnes âgées de 65 à 69 ans utilisent l'Internet et 71 des clients qui ont des besoins sur le plan de l'accessibilité délaissent les sites web qu'ils trouvent difficiles à utiliser. Ils ne les utilisent pas essentiellement. Alors, le but de la loi, c'est de favoriser l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. Alors, il y a des normes qui ont été développées pour toutes les entreprises qui fournissent des biens ou des services ou encore à des tierces parties. Les normes sont les règles que tous les gouvernements, que ce soit des entreprises à but lucratif ou pas, ou des services publics, toutes ces entreprises et organisations doivent suivre la loi d'accessibilité dans des secteurs clés. Et ces secteurs clés, vous les voyez à l'écran. Il y a 5 normes avec des exigences générales. Les normes. D'abord, 1, service à la clientèle. 2, les normes pour l'information et la communication. 3, les normes d'emploi. 4, les normes de conception des espaces publics. Et 5, les transports. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas de l'Ontario, sachez qu'il y a d'autres provinces qui ont des lois également sur ce sujet, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, le Manitoba. Donc, peut-être trouverez-vous cette séance intéressante puisqu'il y a vraisemblablement des points en commun entre les lois provinciales. Il y a aussi des provinces qui sont en train de travailler ces lois. Donc, si dans votre province, une telle loi n'existe pas encore, vous trouverez vraisemblablement cette présentation d'intérêt par rapport à ce qui devrait peut-être se faire, entre autres. Alors, il y a plus de
360 000 entreprises en Ontario qui doivent répondre aux exigences de la loi. Alors, elle s'applique encore une fois au grand public, au secteur privé et aux organismes sans but lucratif. Il y a plusieurs échéanciers en fonction de la grandeur de l'entreprise. Alors, quel genre d'entreprises doivent se conformer? Quel genre d'organisation? On parle de municipalités, de ministères gouvernementaux, d'écoles, de collèges, d'universités, d'OBL, organismes sans but lucratif, d'organismes caritatifs, des clubs sportifs, des magasins, des restaurants, essentiellement toute entreprise qui a plus d'un employé. Et alors que nous commençons de discuter de ces différents points, la différence, c'est aussi la grandeur de l'organisation. Alors, la loi, comme jalon, a un nombre d'employés de 1 à 49. Ça devient une petite entreprise. Celles qui ont plus de 50 employés sont considérées comme étant des grandes entreprises sous cette loi. Et si certains d'entre vous sont dans des entreprises avec un nombre d'employés qui change, vous constaterez qu'au cours d'une année, il y a eu un nombre le plus élevé d'employés et puis peut-être qu'en cours d'année, vous passez d'une petite entreprise à une grande entreprise, plus de 50, moins de 50. Bien, dans ce cas, si vous dépassez le seuil des 50 employés au cours d'une année, il s'agit par conséquent d'utiliser les normes en ce sens. Il s'agit également de voir s'il s'agit d'employés à temps complet, à temps partiel, à contrat ou saisonnier. Pour la plupart des employés, il y a un salaire qui est payé. Il y a aussi un rôle de supervision quant au travail effectué. Par contre, les employés qui sont des bénévoles ou qui n'habitent pas en Ontario ou qui sont indépendants au niveau de leur contrat, bien, ce sont des catégories, en fait, qui ne tombent pas sous la loi. Alors, en d'autres mots, lorsqu'on parle, par exemple, de travailleurs indépendants, c'est quelqu'un, par exemple, qui travaille pour vous et qui pourrait peut-être être perçu comme employé. Bien, si la perception, c'est que c'est un employé, ça entrerait dans le calcul des employés qui travaillent pour vous. Évidemment, ce n'est pas le cas d'un électricien qui viendrait travailler sur une base ponctuelle. Mais cela étant dit, si vous avez des questions de clarification pour comment définir un employé, n'hésitez pas à les poser dans la boîte de clavardage. Alors, en 2007, la loi est entrée en vigueur. En fait, c'est la première norme qui est entrée en vigueur. On parle de consommateurs, mais puisque la loi s'applique à toutes sortes d'organisations différentes, le terme consommateur que l'on retrouve dans la loi, ça englobe beaucoup de personnes, les membres du public, les clients, les fournisseurs et bien d'autres. Donc, il est fort possible que lorsqu'on cherche à définir les gens que vous desservez, il y a possiblement différentes définitions que vous avez. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser le mot consommateur. Donc, l'emphase de la norme, la première norme, service à la clientèle, c'est comme il s'agit de ne pas créer des barrières pour ce qui est de l'accessibilité. Et donc, c'est la base pour les 4 autres normes que nous avons mentionnées. Donc, cette norme de service à la clientèle, c'est non seulement de fournir des biens et des services aux clients, mais c'est aussi des questions d'accessibilité. En d'autres mots, étant donné cette norme, il faut que de l'information au sujet de vos biens et services
soit clair en termes d'accessibilité. Laissez-moi vous donner un exemple. Si, par exemple, vous aviez un client qui soit aveugle, il est possible que vous deviez lire des instructions à voix haute. Ou si vous aviez un client avec un trouble d'apprentissage, il se pourrait que vous deviez montrer des instructions écrites. Donc, c'est là où les informations et les services et leur accessibilité, ça devient important. Alors, il y a plusieurs exigences pour cette norme. Je vais les lire, vous les voyez à l'écran, et je vais aussi entrer dans certains détails et je vais aussi partager de l'information avec les organisateurs du webinaire qui entrent dans encore plus de détails en fonction des différentes normes. Donc, vous devriez recevoir tous les liens et l'information pertinente. Alors, revenons au résumé des exigences pour ce qui est des services à la clientèle. 1. Élaborer des politiques, pratiques et procédures. 2. Il s'agit de permettre l'usage d'appareils fonctionnels sur les lieux fréquentés par le public. Il s'agit de tenir compte de l'incapacité dans les communications. Autrement dit, s'il faut communiquer d'une autre manière, il faudrait prendre cela en considération. 4. Permettre les chiens guides et les animaux d'assistance. Il faut accueillir les personnes de soutien. Il s'agit d'afficher l'information au sujet des droits pour les personnes de soutien. Il s'agit d'informer le public dans les cas où l'accès au service n'est pas disponible. Il faut former les employés, bénévoles et entrepreneurs. C'est le 8e point du résumé. Et 9e, il s'agit d'inviter les clients à faire une rétroaction et faire en sorte que cette rétroaction soit possible. Alors, parlons maintenant des personnes de soutien. Alors, une personne de soutien, ça peut être un bénévole, une personne de la famille, un ami. Il n'y a pas vraiment de critères autres que le fait que le client ait besoin de cette personne pour participer à une activité. Une personne de soutien peut aider quelqu'un dans de nombreux domaines de communication à l'aide de la mobilité, aux soins personnels ou aux besoins médicaux. Et en vertu de la norme de service à la clientèle, les personnes de soutien doivent être autorisées dans toutes les parties de vos locaux qui sont ouverts au public. Et vous devez informer les gens à l'avance s'il y a des droits d'entrée éventuels pour une personne de soutien et cette décision doit être incluse dans votre politique d'accessibilité du service à la clientèle. Et dans certains cas, votre organisation peut exiger qu'une personne handicapée soit accompagnée d'une personne de soutien pour des raisons de santé ou de sécurité. Mais avant de prendre une telle décision, votre organisation doit consulter la personne handicapée pour comprendre ses besoins, doit examiner aussi les raisons de santé ou de sécurité en se fondant sur des éléments probants disponibles et de déterminer s'il n'existe pas d'autres moyens raisonnables de protéger la santé ou la sécurité de la personne ou des autres personnes présentes dans les locaux. Et si, après tout cela, vous déterminez que la personne de soutien est nécessaire, bien, c'est à ce moment-là, aucun droit d'entrée ne peut être chargé pour cette personne de soutien si c'est normal d'en avoir une. Maintenant, dans le cas d'un événement et qu'on achète des billets de spectacle, vous avez le droit de demander des frais d'entrée à la personne de soutien à 100 des coûts. Ça peut être moins également. Ça peut être 0, 10, 50. C'est une décision qui se prend, mais il s'agit d'informer les gens au préalable quelles sont vos politiques en ce sens.
Et donc, ce serait dans le matériel commercial, sur le site web et ainsi de suite pour que les gens soient informés au préalable. Et si une personne de soutien est nécessaire pour des questions de sécurité, alors, et que c'est absolument nécessaire, il est possible qu'il n'y ait pas de frais occasionnés. Un autre aspect dont j'aimerais traiter, c'est les animaux de service et les exigences. Lorsque nous pensons à des chiens guides, souvent nous pensons aux chiens guides, aux animaux d'assistance, lorsqu'on parle d'animaux d'assistance. Mais il y a plusieurs autres rôles et fonctions qu'un animal d'assistance peut faire. Par exemple, alerter son, son maître, tirer sur une chaise roulante, être un soutien au niveau des alertes et des urgences. Et aussi, les animaux d'assistance peuvent être des chiens. Des chiens guides, c'est souvent des chiens, mais ce n'est pas exclusivement des chiens qui sont des services des animaux de service, d'assistance. Ça peut être des oiseaux ou tout autre animal. Donc, un animal de service, s'il peut être identifié comme étant un animal d'assistance, ou bien ils ont une veste où ils portent un harnais qui fait en sorte que ce soit évident, ou peut-être que la personne peut fournir de la documentation pour confirmer que l'animal qui est avec eux est en effet un animal qui est là pour les assister avec un handicap. Si vous n'êtes pas certain à savoir si cet animal est un animal d'assistance, vous pouvez demander la documentation et cette documentation devrait provenir d'un membre d'une profession de la santé réglementée. Ce document pourra confirmer que la personne a en effet besoin de cet animal pour l'assister avec un handicap. Si cette lettre n'est pas disponible, une bonne pratique serait de permettre à cette personne de venir sur les lieux, mais de lui demander d'apporter le document la prochaine fois. Sachez que vous n'avez pas le droit de demander la nature de leur handicap, ça c'est privé et confidentiel. D'autres points à noter, c'est que l'animal d'assistance doit rester en présence de la personne handicapée tout le temps que cette personne se retrouvera sur les lieux. Ils n'ont pas le droit d'accès aux cuisines ou à certains autres endroits qui sont réglementés par la loi au niveau des zones alimentaires de préparation des aliments, etc. Un autre point à se souvenir ici, c'est qu'un animal d'assistance n'est pas un animal de compagnie, c'est un animal de travail. Il ne doit pas être distrait et il ne peut pas être exclu non plus sous aucune politique de- pour les animaux. Donc ici, au niveau de la rétroaction, vous devez créer un processus de rétroaction. Le processus doit spécifier les actions qui doivent être entreprises s'il y avait une plainte et toutes ces politiques doivent décrire aussi l'échéancier et le temps de réponse à cette rétroaction. Donc, toutes les entreprises et les entreprises à but non lucratif avec 50 employés et plus doivent mettre ce processus de rétroaction par écrit et le rendre disponible sous demande. L'autre point dont je vais vous parler en détail pour le service à la clientèle est au niveau de l'interruption du service. C'est important de dire aux gens quels services ne sont pas disponibles. Alors, il faut décrire la raison de de ce dérangement, la description et aussi des services alternatifs si vous en avez. Vous devez également afficher l'avis à un endroit où les gens ont de bonnes chances de le voir, par exemple à la porte d'entrée de votre entreprise, sur votre site Web, à un autre endroit où beaucoup de gens circulent. Alors, un endroit où la personne se rentrera en contact et aura accès à votre édifice.
Toutes les organisations avec 50 employés et plus doivent mettre en place son processus de rétroaction par écrit et le rendre disponible sur demande. Ce document doit également citer toutes les étapes à entreprendre. Si quelqu'un demande une copie de ce document, vous devez leur fournir. Maintenant, pour la deuxième norme d'accessibilité, c'est la norme à l'emploi. C'est une structure pour intégrer l'accessibilité dans le travail, les processus de travail réguliers. Ça permet le développement du cycle de la norme d'emploi. C'est pour guider les organisations à avoir des pratiques inclusives d'emploi et de fournir des opportunités d'emploi pour tout le monde. Ces normes s'appliquent à tous les employés, qu'ils soient à temps plein, à temps partiel, que ce soit des employés saisonniers ou sous contrat. Il ne s'applique pas aux bénévoles, bien qu'il y a certaines organisations qui ont décidé d'étendre les mêmes pratiques pour les bénévoles. Alors, c'est une option. Pour parler aussi de l'APHO, il faut parler du Code des droits de la personne. Donc, la Commission des droits de la personne entend des réclamations au niveau de discrimination si quelqu'un n'a pas accommodé une personne handicapée. Le Code des droits de la personne est une législation accompagnatrice et il est dicté que la législation qui est de plus haut niveau sera celle qui s'appliquera. Le Code des droits de la personne et l'APHO fournissent l'accessibilité, l'égalité. Elles ont la même définition au niveau de l'accessibilité et elles ont également des lois provinciales auxquelles il faut adhérer. L'APHO est une législation proactive, voulant dire que vous devez rencontrer des normes minimales d'accessibilité, que vous ayez des employés ou non qui sont atteints d'un handicap, tandis que le Code des droits de la personne est plutôt une législation réactive lorsqu'il y a eu un enfreint à la loi. Donc, voici un résumé des exigences et pour rendre les pratiques d'emploi accessibles. On va regarder de façon spécifique les méthodes de recrutement et de conservation du personnel, ainsi que les possibilités d'avancement professionnel, qu'elles soient accessibles. Vous devez documenter les mesures à prendre pour élaborer un plan d'adaptation individuelle et des plans de retour au travail. Donc, par exemple, vous voudriez dire aux personnes handicapées qu'ils sont les bienvenus de soumissionner pour un poste et vous les accommoderiez durant le processus d'embauche. Si votre employé demande un format accessible pour qu'il puisse travailler, vous devez le fournir. Vous voulez également penser aux besoins d'un employé avec un handicap pour faire à l'avance les accommodations nécessaires pour qu'il puisse participer. Vous voulez également partager votre politique d'accessibilité avec tout le personnel, leur dire comment votre organisation soutient les personnes avec un handicap et quelles sont les accommodations. Toutes les organisations du secteur public désignées et tous les entreprises caritatives avec 50 employés et plus ont des exigences supplémentaires, c'est-à-dire elles doivent développer et écrire un processus d'accommodation pour les employés qui vivent avec des handicaps. Le processus doit être documenté et doit inclure certains éléments, par exemple, de quelle façon les employés peuvent participer au développement de leur plan individuel d'accommodation. L'étape supplémentaire que l'employé doit prendre pour protéger l'information personnelle des employés avec un handicap, comment et quand est-ce qu'ils vont fournir le plan personnalisé de cet employé et également un échéancier pour savoir quand ce plan sera révisé et adapté. Toutes les organisations du secteur public et les grandes entreprises à but non lucratif doivent développer et écrire un processus pour soutenir les employés qui ont été absents du travail dû à un handicap et également leur
faire savoir les accommodations réglementaires lorsqu'ils reviendront au travail. Nous avons une norme et nous avons une ressource incroyable qui avait été développée par en consortium avec le soutien du gouvernement de l'Ontario et ça a été développé avec le Conseil des conférences du Canada. C'est une boîte à outils. Il y a un lien sur le site web de Canada. Il y a un lien pour cette boîte à outils. Vous pouvez y avoir accès. Il y a des modèles, des outils, des meilleures pratiques qui sont toutes reliées à une meilleure compréhension au niveau des exigences pour les personnes avec handicap. Alors, si encore une fois vous êtes en Ontario, je recommanderais que vous y jetiez un coup d'œil. Même si vous n'êtes pas en Ontario, je vous recommanderais d'y jeter un coup d'œil pareil. Donc, la troisième norme, c'est la norme d'information et de communication. Donc, le but de cette exigence est de créer un accès équitable pour tout le monde. Les organisations doivent fournir l'information et la communication dans un format accessible et donner des documents de soutien si demandé. Ceci permet de donner toute l'information au niveau de la communication, que ce soit la rétroaction, l'urgence ou d'autres informations reliées à l'emploi. Donc, pour vous donner un sommaire de ces demandes, de ces exigences, vous devez vous assurer que vos processus pour recevoir et répondre aux rétroactions sont accessibles sur demande, que toute l'information soit publique, accessible et aussi qu'elle soit donnée sur demande. Vous devez donner également de l'information au niveau de l'urgence dans un format accessible, encore une fois, sur demande. Et pour certaines organisations, elles doivent s'assurer que son site Web et son contenu soient accessibles également. Donc, à partir du 1er janvier 2021, toutes les organisations dans le secteur public et les grandes organisations à but non caritatif doivent faire en sorte que leur site Web et son contenu soient conformes à quelque chose qui s'appelle WICI, qui est un acronyme qui veut dire les lignes directrices du contenu Web. Elles doivent se conformer à ces lignes directrices au niveau 2.0, niveau AA, excluant le sous-titrage en direct. Donc, c'est un grand sujet et je crois que l'un de vos webinaires va traiter de ce sujet en particulier. Encore une fois, nous avons beaucoup de ressources sur notre site Web. Vous pouvez aller y avoir accès si ça vous chante. Alors, nous avons de l'information au niveau de 2.0, nous allons vers le 2.1. Il y a différents niveaux. Il y a le niveau A qui est de base. Il y a le double A qui sont les meilleures pratiques. Et ensuite, il y a le niveau triple A qui est encore mieux. Alors, c'est 100% accessible à ce niveau-là. Donc, les exigences, comme je l'ai dit, pour toutes les organisations du secteur public, les grandes entreprises à but non caritatif, à partir du 1er janvier 2021, tout le contenu sur leur site Web, incluant les PDF et les documents, doivent être accessibles selon cette norme. La quatrième norme est la conception des espaces publics. Donc, lorsque nous parlons des espaces publics, nous voulons dire ceux qui sont pour l'usage du public en général. Il peut y avoir une zone grise ici, mais la façon de déterminer cela, c'est si quelqu'un peut quitter la rue et aller dans cet espace public, est-ce que ce serait correct ou est-ce que vous senteriez qu'il rentre dans l'espace privé de votre organisation? Donc, si vous croyez que c'est correct, alors ce serait défini comme un espace public. Donc, souvent, la conception des espaces publics qui s'appelle DOBS, qui est le design des espaces publics, s'applique pour les nouveaux espaces publics ou les espaces publics qui ont été redéveloppés. Redéveloppés veut dire qu'ils sont planifiés, qu'il y a des altercations planifiées pour cet espace public. Donc, sous cette norme, nous avons le stationnement accessible, les voies extérieures de déplacement, certains éléments liés aux services, tels que les comptoirs, les aires d'attente, les aires de repas publics extérieurs
l'entretien de ces aires publiques, de ces voies publiques, les pistes d'excursion et les voies d'accès à la plage et les aires de jeu extérieures. Quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que les normes de la conceptualisation des espaces publics s'appliquent aux nouvelles constructions et aussi aux nouveaux développements ou au redéveloppement de certains éléments d'espaces publics déjà existants. Donc, s'il y a un nouveau développement qui exige un permis de construction, bien, ce serait le genre de cas où nous devrions considérer la nouvelle norme des espaces publics. Votre municipalité locale vous fournira l'information nécessaire pour atteindre ces exigences. Donc, vous n'avez pas à essayer de tout comprendre par vous-même. Vous avez un département local de planification urbain qui peut vous aider. Ceci veut dire aussi que il n'est pas nécessaire de rénover si vous n'avez pas planifié à faire des rénovations. Donc, au niveau des bâtiments, par exemple, des, des salles de toilette dans les bâtiments, elles ne sont pas spécifiquement adressées sous cette exigence. Ils sont sous le Code de construction de l'Ontario. Donc, ces deux législations travaillent main dans la main. Et la norme pour la conception des espaces publics n'est pas couverte non plus sous le Code du bâtiment de l'Ontario. La dernière norme des 5 normes est la norme du transport. Donc ici, c'est les réglementations par rapport aux autobus, aux transports spécialisés qui sont conceptualisés pour les personnes avec des handicaps et également des espaces qui sont peut-être des moyens de transport fournis par les commissions scolaires et les universités. Il y a également certains éléments par rapport aux municipalités et aux abris, mais pour les besoins d'aujourd'hui, nous n'allons pas parler des abribus et de ces différents détails. Encore une fois, si vous avez besoin d'informations, soyez bien à l'aise de le demander. Le dernier point que nous allons couvrir sont les exigences générales. Vous vous souvenez, au départ, j'ai parlé qu'il y avait 5 normes et qu'il y avait d'autres exigences générales qui chapeautaient le tout, qui reliaient à toutes les 5 normes. Alors, elle parle au niveau de la formation, du développement des politiques et des kiosques de services et des plans d'accessibilité sur plusieurs années. Donc, comme je l'ai mentionné, tout le monde dans votre organisation doit obtenir une formation. La formation, toutes les normes doivent être dans la formation, les normes prévues par l'APHO, les exigences générales, y compris les politiques en matière d'accessibilité et le plan pluriannuel, et le Code des droits de la personne de l'Ontario en ce qu'il s'applique aux personnes aux prises avec des incapacités. De plus, vous devez rentrer dans l'échéancier. Les organisations doivent aussi fournir une formation de façon continue au fur et à mesure qu'ils intègrent de nouveaux employés ou de nouveaux volontaires dans leurs organisations. De plus, si les tâches d'un employé changent, ils doivent mettre à jour sa formation pour s'assurer qu'il a déjà compris de façon appropriée les normes et s'ils doivent être mis à jour, si applicable. De plus, si une politique est mise à jour, vous devez vous assurer que tout le monde obtienne une notification de ce changement. Donc ici, en détail de ce que vous avez faire au niveau des exigences en matière de formation. Donc, généralement, votre formation doit toucher à toutes les normes de l'APHO. Vous allez en parler jusqu'à quel degré elles peuvent se relier à votre organisation. Donc, si vous n'avez pas de transport public ou vous n'avez pas d'espace public, vous n'êtes pas obligé d'aller dans les détails. Vous n'avez qu'à mentionner que c'est l'une des normes de l'LAPHO.
Pour les autres normes qui ont rapport avec l'organisation, que ce soit les normes de service à la clientèle, la communication et aussi les exigences générales. Alors ça, c'est la base pour tout le monde. Vous devez vous assurer également que vous allez couvrir les politiques d'accessibilité dans votre formation et aussi votre plan pluriannuel, si vous en avez un. Vous devez aussi parler du Code des droits de la personne de l'Ontario en ce qui s'applique aux personnes aux prises avec des incapacités. Donc, c'est là qu'elles se connectent. Alors, de quelle façon est-ce que vous fournissez la formation? C'est à votre guise. Ça peut être en personne, en ligne, individuellement ou en groupe. Ce qui est très important, c'est de s'assurer que le niveau et la profondeur de la formation fait miroiter, est en relation avec le travail que l'employé fait, avec les tâches de l'employé. Donc, les grandes compagnies doivent garder des dossiers et un suivi de formation. Donc, le nombre de personnes qui a été formées, le nom, les dates et quel genre de formation a été fourni. Je suggérerais que vous conserviez cette information simplement pour compléter les dossiers que vous gardez. Alors, une fois que vous allez regarder les éléments à inclure dans la formation, donc il faut faire un examen début de la LAPHO et des exigences de chaque norme. Vous devez vérifier le mode d'interaction et de communication avec les personnes aux prises avec divers types d'incapacités, de vraiment comprendre comment interagir avec quelqu'un qui a des troubles auditifs ou des troubles de la vision, etc. Vous voulez également réviser dans votre formation les modes d'interaction avec les personnes aux prises avec une incapacité qui ont recours à un appareil fonctionnel, un animal de service ou une personne de soutien. Également, vous devez faire un aperçu du mode d'utilisation du matériel ou des dispositifs fonctionnels se trouvant dans vos locaux ou que vous pourriez fournir pour faciliter la fourniture de biens ou la prestation de services aux personnes aux prises avec une incapacité. En plus, vous devez parler des mesures à prendre si une personne aux prises avec une incapacité donnée a de la difficulté à accéder à vos biens ou vos services. Et finalement, vous devez revoir les politiques, vos pratiques et procédures en matière d'accessibilité. Donc, au niveau de l'établissement des politiques, des pratiques et des processus, toutes les entreprises doivent développer et mettre en œuvre des pratiques, des politiques et des procédures qui doivent être conformes aux exigences. Donc, les plus petites organisations ne sont pas obligées d'écrire leurs politiques. Elles doivent les créer, par contre, les maintenir et les mettre en œuvre, mais elles ne sont pas obligées de les avoir par écrit. Par contre, toutes les plus grandes organisations doivent les mettre par écrit. Donc, de plus, il faut créer une politique. La politique doit être reliée aux normes et toutes les grandes entreprises doivent écrire ce qui s'appelle un avis d'engagement, un énoncé d'engagement. Donc, ça va inclure l'échéancier pour mettre en œuvre l'accessibilité. Il va également décrire votre vision et vos buts, votre objectif en tant qu'organisation pour atteindre les exigences de l'APHO et de faire en sorte que vous êtes plus accessible. Ça doit être ça doit être accessible au public. Vous pouvez l'afficher sur dans vos bureaux, dans vos locaux ou l'afficher sur votre site Web. Et si quelqu'un désire avoir un autre format, vous devez le fournir. Une autre exigence par rapport aux kiosques, spécialement les kiosques qui sont utilisés self-service. Alors, c'est des terminals électroniques interactifs permettant aux usagers d'avoir accès à un ou plusieurs produits ou services ou aux deux. Donc, il faut y avoir des éléments d'accessibilité dans ce kiosque. Les entreprises et les entreprises à but non lucratif peuvent avoir une considération. Et donc, ce que cela veut dire, c'est qu'il faut considérer des éléments d'accessibilité lorsque vous désirez acquérir des kiosques de services.
Alors, il y a certains points que nous pourrons regarder. Je vais vous donner quelques idées. Lorsqu'on parle de kiosque self-service, il y a plusieurs choses qu'on peut penser, des machines pour le stationnement, des machines qui donnent des billets. Et j'aimerais aussi que vous pensiez à des points d'accès pour la vente également, des appareils pour la vente. Alors, par exemple, si vous allez faire votre épicerie, vous êtes épicerie et que vous désirez payer avec une carte de crédit, vous avez un petit appareil sur lequel vous pouvez pitonner pour payer vos achats. Alors, on parle de cela. Alors, vous pouvez penser au contraste de couleurs, à l'écran d'affichage, s'assurer qu'il y a du temps pour que les gens puissent compléter les tâches qu'elles font, vous pouvez vous assurer que ce soit activé par la voix également, vous assurer qu'il y ait assez d'espace autour du kiosque pour que la personne puisse y accéder si elle a une chaise roulante, par exemple. Alors, vous n'avez qu'à penser à qui sont vos clients et quels seraient leurs besoins. Alors, de garder ces éléments en tête lorsque vous désirez acquérir de nouveaux kiosques self-serve. Alors, nous sommes vers la fin de la présentation. Donc, il y a quelques exigences supplémentaires pour les grandes organisations dont j'aimerais vous parler. L'une de ces exigences est le plan d'accessibilité pluriannuel. Alors, il il y a des délais, il y a des exigences, c'est beaucoup de choses à se rappeler. Donc, l'LAPHO exige aux grandes entreprises de créer un plan de qu'est-ce que vous voulez faire et selon quel échéancier. Votre plan d'accessibilité pluriannuel va décrire quelles sont les actions que vous allez mettre en œuvre pour prévenir et retirer les obstacles et aussi à quel échéancier est-ce que vous désirez accomplir cela. Dans le plan, vous allez également mettre les exigences à court terme et à long terme que vous désirez rencontrer. Et de plus, si vous êtes une organisation dans le secteur public, vous devez créer et mettre à jour votre plan en consortium avec des personnes aux prises avec un handicap et aussi avec la personne responsable du plan. Le plan pluriannuel doit être mis public, doit être accessible au public. Et finalement, si vous êtes une organisation dans le secteur public, vous devez également préparer des rapports annuels sur votre progrès par rapport à la complétion de votre plan d'accessibilité. Ceci doit être doit être affiché sur votre site Web et si quelqu'un demande un format alternatif, vous devez le fournir. De plus, sous les exigences générales pour le secteur public, vous devez considérer les exigences dans vos pratiques d'achat ou d'approvisionnement. Donc, vous devez faire des achats d'avant-garde pour inclure le plus grand nombre possible de personnes. Donc, ça, ce n'est que pour les organisations dans le secteur public. Donc, dans les dernières exigences qui s'appliquent à toutes les organisations, qu'elles soient publiques, privées ou sans à but non lucratif, avec plus de 50 employés, cette exigence est de soumettre des rapports de conformité périodiques au gouvernement. Donc, ceci a été un aperçu rapide de l'LAPHO. Je sais que c'est beaucoup d'informations, spécialement pour ceux qui sont nouveaux. J'espère que vous ne vous sentez pas trop dépassé, mais sachez qu'il y a beaucoup d'informations qui s'en viennent, qui vous donnera plus de détails sur les exigences qui sont chapeautées par l'LAPHO et également vous obtiendrez beaucoup de ressources pour vous soutenir, à savoir comment maintenir votre conformité et votre accessibilité. Vous allez avoir également beaucoup de conseils au fur et à mesure que cette série de webinaires progresse. Beaucoup de conseils sur votre voyage vers l'accessibilité et que vous soyez de plus en plus inclusif de toute personne avec tout type d'handicap. Alors, merci de vous être joint à moi
pour cet aperçu de l'APHO. J'ai bien hâte à vos questions vendredi durant notre pause café ou de notre discussion café. Rachel, je ne sais pas si tu désirais reprendre la parole. Oui, merci, Constance. C'était fantastique. C'est Rachel. Alors maintenant, nous allons prendre une pause de 10 minutes. Nous allons mettre le temps de retour dans la boîte de discussion pour tout le monde. Ça devrait être à 2h42. Nous reviendrons bientôt. Alors, c'est tout pour moi. Okay. Being cognizant of time, I really just wanted to start right at the D'accord. top. Alors, je suis consciente du temps qui file. Alors, nous allons reprendre. To your space at any time. So we have had a slight change in plans today. Our next presenter. Alors, aujourd'hui, il y a un petit changement. Notre présentatrice d'aujourd'hui, Sarah Jama, est directrice générale du Disability Justice Network of Ontario, le réseau de justice envers l'accessibilité. Elle devait être avec nous, mais malheureusement, et malheureusement pour la communauté, Sarah ne peut tout simplement pas se joindre à nous aujourd'hui parce qu'elle est prise par ses obligations et justement ses obligations envers les gens qu'elle dessert. Alors, nous sommes désolés qu'elle ne soit pas avec nous aujourd'hui. Par contre, Constance est ouverte à répondre à vos questions. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont arrivés en retard, alors je m'appelle Rachel. Comme vous pouvez le voir, j'ai des cheveux mauves, j'ai des belles lunettes avec des oreilles, des boucles d'oreilles qui pendent de mes oreilles. Derrière moi, une cheminée blanche avec une couverture, un manteau bleu sarcelle et à ma gauche, un mur blanc avec un tableau noir peint dessus. Alors, Constance, merci beaucoup. Nous avons quelques questions pour vous que je vais formuler à voix haute. Et sachez, messieurs, dames, qu'après cette période de questions-réponses, nous allons avoir droit à un autre webinaire avec Constance. Alors, sachez aussi que à partir de maintenant, la présentation est improvisée. Alors, il se peut que veuillez être bienveillants envers nous tous et nos interprètes. Alors, Constance, merci beaucoup. Si vous permettez, je vais me présenter de nouveau. Je m'appelle Constance, j'ai la mi-cinquantaine, j'ai des cheveux blonds courts, je suis blanche, je porte des lunettes bleu foncé avec quelques petites étincelles dans le coin de l'œil. J'ai des écouteurs de couleur blanc et je porte un chandail noir ainsi qu'un foulard beige. Et derrière moi, les choses sont floues et c'est normal qu'elles le soient. Vous pouvez me désigner par elle. Merci beaucoup en tant que pronom. Merci, Rachel. Alors, nous avons vraiment de grandes questions. Alors, savez-vous si, et puis on parle d'organisation des arts de la scène. Alors, que pouvez-vous dire par rapport à leur formation qui semble fabuleuse et comment fait-on pour rencontrer les normes de la loi? Ben, pour ce qui est de ce qui se passe au Canada, pour être honnête, il faudrait que je fasse un peu de recherche pour savoir jusqu'où les gens et les organisations, où en sont-elles au moment où je vous parle. Alors, mais je peux certainement faire quelques recherches à ce sujet et vous revenir en fait sur la question. Pour ce qui est de faire en sorte que les gens soient enthousiastes par rapport à cette formation et par rapport à cette loi, je dirais de rendre la question personnelle, c'est-à-dire que ça vient interpeller les gens
individuellement et de mettre en lumière aussi, à savoir, est-ce que vous-même avez déjà fait face à certaines incapacités? Qui connaissez-vous? Je vous dirais que tout le monde connaît quelqu'un qui vit des incapacités. Et je pense que, en fait, personne ne voudrait exclure des gens de leur entourage de quoi que ce soit et aussi d'initier des conversations, en fait, avec les membres du personnel, de demander quelles pourraient être des suggestions euh, pour faire face à ces situations. Et je pense que vous allez recueillir beaucoup d'informations à même vos équipes au travail. Il y a aussi beaucoup de ressources qui existent pour ce qui est des pratiques exemplaires et n'hésitez certainement pas à venir sur notre site web. On nous envoie des ressources régulièrement, on les met à jour, on fait en sorte que les ressources soient faciles à trouver et à gérer. Donc, le site web, c'est un bon endroit où se rendre, mais il y a aussi des organisations auxquelles je pense qui peuvent vous venir en aide en ce sens. Et je vous promets d'avoir toute cette information disponible pour vous ce vendredi. Ben, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Voici une autre superbe question. Est-ce que vous connaissez l'histoire derrière la loi pour ce qui est de sa mise en place au Canada? Ben, pour ce qui est de la loi, la LAPHO, il y a plusieurs facteurs et plusieurs éléments qui ont motivé sa mise en application. Il y a David Poposky, euh, ce sont des gens extraordinaires qui sont engagés et mobilisés face à cette loi depuis bien des années. Ce sont des bénévoles. Il y a aussi eu d'autres facteurs. Alors, il y a des stipulations au niveau de la province par rapport à l'accessibilité au travail, l'accessibilité au transport, l'accessibilité à ce qui se passe dans la communauté. Et quand on pense, par exemple, au fait qu'en Ontario, il y a plusieurs petites communautés, des communautés rurales, et si il était impossible d'avoir des accès, que ce soit sur les rues principales, que ce soit impossible d'aller aux bibliothèques, par exemple, ou aux différents centres communautaires ou les lieux d'emploi. En fait, ces, ces questions d'accès sont vraies dans toutes les communautés de la province et cela a un impact significatif sur la vitalité de ce qui se passe dans les secteurs ruraux. Donc, certainement aussi, d'emblée, il y a eu des gens de mobilisés pour favoriser l'accessibilité. Et je pense que la LAPHO, c'est la première loi qui a été mise en application, soit en Ontario, et elle a certainement influencé les lois des autres provinces canadiennes qui ont été adoptées dans les années récentes. Et donc, ces autres lois ont appris de ce qui se fait en Ontario. Pensons à la Colombie-Britannique. C'est vrai aussi pour Terre-Neuve et sur certains aspects, ils ont même dépassé ce qui se fait en Ontario. Donc, ils ont appris de ce que nous faisons ici en Ontario. Et Sarah pourra peut-être en dire davantage. Elle sera peut-être avec nous pour la période de questions-réponses et elle a sûrement des choses à apporter à ce sujet. Alors, une autre question de M. Andrew, qui travaille en théâtre. Puisque la loi existe depuis plusieurs années, est-ce qu'il y a des pratiques exemplaires que nous devrions euh, commencer à nous attendre pour ce qui est de la mise en application de la loi? Quelle question intéressante. Je pense en fait que même pas plus tard que la semaine dernière, en fait,
on a parlé d'une exigence, c'est-à-dire qu'à tous les 5 ans, après la mise en œuvre d'une norme, on doit la passer en revue. Alors, disons-le, l'échéancier de 5 ans n'est pas entièrement respecté. Il y a eu 2 révisions de service à la clientèle et puis on vient de dire que Rich Donovan mènera la prochaine révision de la loi. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Le travail devrait se faire en profondeur. Il y a de l'information en ce sens sur le site du gouvernement de l'Ontario. Et sachez que chaque fois qu'il y a de telles consultations qui durent généralement 1 an, il y a à la suite de ce processus des mises à jour parce qu'il y a des sections de la loi qui est vague. Et c'est normal parce qu'il y a différents types d'organisations et un dépanneur dans le nord de l'Ontario n'a peut-être pas complètement les mêmes besoins qu'une banque avec des milliers d'employés au cœur de la ville. Alors, il s'agit de faire en sorte que la loi soit pertinente aux différents types d'organisations, mais au fur et à mesure qu'il y a des consultations publiques, les choses se clarifient. Il y a peut-être de nouvelles exigences et même de nouvelles normes, par exemple en matière d'éducation et de formation. Et il y a donc du travail aussi qui se fait pour ce qui est de la norme de santé. Et encore une fois, il y a de l'information à ce sujet qui est diffusée par le gouvernement de l'Ontario. Ben, merci beaucoup. On va conserver d'autres questions pour vendredi. Encore une fois, à tous nos participants, n'hésitez certainement pas à communiquer ces questions dans le clavardage, sinon communiquez directement avec Lauren Drew, donc Lauren, Lauren, @oc.ca. N'hésitez pas à envoyer vos questions à celle-ci également. Alors maintenant, nous allons diffuser un webinaire que Constance a déjà fait et qu'elle gracieusement nous permet de diffuser. Un instant, si vous le permettez, j'aimerais présenter le webinaire pour que vous ayez un peu de contexte. Alors, il s'agit d'un webinaire que nous avons tenu il y a déjà 2 semaines. Dr. Riddle le menait et elle a une alliance pour ce qui est de l'accessibilité, dont les accessibilités invisibles. Alors, par exemple, c'est en lien avec des personnes qui peuvent marcher, qui sont mobiles, mais qui ne peuvent pas marcher autant qu'ils ou qu'elles ne le veulent. Alors, par exemple, 35 à 40 pieds, c'est possible de se déplacer, soit la longueur d'un autobus, mais au-delà de cela, il y a des conséquences possibles au niveau de la santé. Donc, on parle de ces incapacités qui ne sont pas toujours visibles. On parle des barrières pour les gens qui ont ces incapacités. On parle d'incompréhension possible de la part de l'entourage. Ça donne des exemples de directives et de pratiques exemplaires afin d'abaisser ces barrières. Et puis, finalement, nous avons une période de questions-réponses et un partage de ressources. Alors, dans le clavardage, je vous donne le lien au webinaire complet. Sachez qu'on ne pourrait pas le regarder au complet. La période de questions-réponses est particulièrement intéressante, donc je vous encourage à le partager si nécessaire. Je suis certaine que vous pourrez en retirer beaucoup d'informations de valeur pour ce qui est de cette question d'accessibilité. Ben, merci beaucoup. Alors, allons-y. Alors, je partage l'écran. Je vais tout simplement m'assurer que vous entendez.
Alors, il s'agit d'un test de son. Veuillez confirmer que vous l'entendez. La réponse est oui. Ben, c'est parfait. Je vous remercie. Alors, bonjour à tous. Plusieurs d'entre vous connaissent le service d'accessibilité du gouvernement du Canada et qui ont déjà été présents à nos cours. Et donc, j'aimerais vous dire bienvenue. Si toutefois c'est la première fois que vous participez à un de nos webinaires, sachez que nous offrons de la formation en accessibilité et nous faisons de la conversion de documentation. Je vous invite à visiter notre site Web pour en savoir davantage. Alors, cette séance a été enregistrée et est disponible sur notre site Web. Nous allons également vous fournir différentes ressources que vous pouvez télécharger directement sur votre ordinateur ou votre appareil informatique. Vous les trouverez notamment à l'écran en bas à droite et vous êtes encouragé à poser des questions dans le clavardage. Alors, évidemment, note de l'interprète, il s'agit ici d'un enregistrement. Alors, il s'agit de détails logistiques, dont la fonction sous-titrage qui est également disponible. Donc, c'est avec grand bonheur que je vous présente le docteur Dorothy Riddle, avec qui nous avons été en communication ces 2 derniers mois pour qu'elle puisse partager ce que fait son organisation. Elle a fait de merveilleuses suggestions quant à assurer l'accessibilité pour les personnes avec des incapacités non visibles. Nous pensions également que nos clients seraient reconnaissants d'en savoir davantage à ce sujet. Alors, Dorothy est une consultante certifiée et une chercheure de la Colombie-Britannique. Elle a fait de la randonnée dans les Himalayas, ainsi qu'au Canada et aux États-Unis. Et puis, graduellement, étant donné des difficultés de santé, a dû ralentir ses activités de randonnée. Et elle a dû utiliser une canne et autres pour pouvoir se déplacer pour se rendre compte qu'un demi-million de Canadiens faisaient face à des limites quant à leur déplacement potentiel. Alors, comme elle est très engagée face à la justice sociale, elle s'est penchée sur la question pour se rendre compte qu'il y avait peu de recherches sur le sujet de ces incapacités peu visibles ou invisibles. Par conséquent, elle s'est lancée en recherche et a publié une première recherche en fonction de l'expérience vécue par les personnes avec des incapacités invisibles. Elle a aussi mis sur pied une alliance à but non lucratif pour se pencher sur toutes ces questions. Elle s'entretiendra avec nous. Elle a également entamé des pourparlers pour pouvoir appuyer son alliance et sa recherche et les choses vont bon train. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est un grand plaisir de vous parler en tant que présidente de l'Alliance sur les incapacités non visibles. Alors, je vais d'abord vous faire une courte présentation avant de passer à une période de questions et de réponses. Vous verrez au bas de votre écran les ressources qui vous sont disponibles. Alors, maintenant, pour revenir au diapo, d'abord, commençons par qu'est-ce que c'est ces incapacités cachées, non visibles? Il y a des gens qui doivent marcher, mais qui ne peuvent aller plus loin qu'une certaine distance et qui ont besoin éventuellement de soutien faute d'avoir des conséquences au niveau de la santé. Il y a 30 conditions de santé qui reflètent ces incapacités. Alors, quels sont les défis? Alors, la personne semble normale.
Parfois, par exemple, comme moi, je n'utilise pas toujours une canne et aussitôt que je marche, les gens s'imaginent que je peux marcher de longue distance, mais je ne le peux pas. Et de plus, ça varie d'une journée à l'autre, cette distance que je peux marcher. Quelles sont certaines des conséquences de trop marcher? Je vous donne des statistiques. Pour ce qui est de la recherche que nous avons faite sur le sujet, alors de la douleur aux jointures, de la difficulté à respirer, possiblement d'être incapable de marcher le jour suivant étant donné de la douleur, la perte d'équilibre et ainsi de suite. La contradiction que nous disent les médecins, c'est le conseil, continuez à marcher autant que possible au lieu d'utiliser, par exemple, une chaise roulante. Mais en même temps, bon, prenez soin de vous. Bref, il y a beaucoup de contradictions dans le monde médical. Quelles sont des barrières auxquelles nous faisons face? Ben, 35 pieds, c'est la distance moyenne que l'on peut marcher. C'est à peu près la longueur d'un autobus scolaire. Il y a des gens qui peuvent aller toutefois jusqu'à 50 pieds. Et de rester debout, ça va pour 1 minute ou 2. S'il y a des escaliers sans rampe, c'est difficile. Ce qui est encore plus difficile, ce sont les barrières au niveau des attitudes. Il y a des gens qui vous regarderont avec pitié, ils vont s'impatienter parce que vous ne marchez pas assez rapidement. Ils pourraient vous pousser de côté parce que vous êtes dans leur chemin. On voit ici à gauche une illustration et un signe, un panneau que j'ai déjà vu en réalité. Alors, lorsque nous pensons à l'accessibilité pour ce qui est de ces situations, notamment pour ce qui est de l'accès à des programmes gouvernementaux et à des services gouvernementaux, c'est le programme de 3 ans sur lequel nous travaillons. Alors, sachez qu'on a établi 5 grands principes. D'abord, 1, minimiser la distance qui doit être marchée à un maximum de 50 pieds. 2, en fait, au lieu de marcher, d'utiliser des appareils, dont les voitures, au lieu de marcher. Ici, on fait référence aux conseils médicaux précédents qui ont des contradictions. 3, ne pas avoir à être debout pour plus d'1 minute. 4, des lieux pour se reposer. Et il y en a un 5e qui est disponible sur notre site Web. Mais nous allons les regarder davantage en détail aussi, avec illustration. Alors, le premier principe, les distances qui ne soient pas trop longues pour ce qui est de la marche, afin de permettre l'accès. On sait qu'il y a des rampes d'accès pour les gens qui ont des chaises roulantes. Et cela fait en sorte aussi que les gens qui ont de la difficulté à marcher ont soit de longs corridors à emprunter ou des escaliers à emprunter. J'ai aussi mentionné que 35 pieds, c'est la longueur d'un autobus scolaire. Alors voici, vous le voyez, illustré. Et les personnes sans cette difficulté pensent à 6 autobus scolaires. Pour écourter la distance qui doit être marchée, il y a différentes solutions et c'est important car la rétroaction que nous avons obtenue avec les recherches, c'est que si les personnes sont inquiètes que la distance est trop longue, ils vont rester à la maison et on crée de l'isolation sociale. En termes de solutions, nous pouvons regarder l'emplacement du stationnement sur la rue, l'emplacement des sièges d'attente pour les espaces, les aires d'attente, aussi l'emplacement des
les toilettes publiques, l'emplacement du stationnement public en relation aux services extérieurs. Et le dernier point qui est très critique, c'est que qui que ce soit qui est responsable pour un bâtiment à bureau ou un hôtel ou quoi que ce soit, de garder en main une liste des salles qui peuvent demander une certaine distance pour pouvoir y accéder si la personne est en perte d'autonomie. Donc, le principe numéro 2, vous savez, 92 des personnes qui ont été dans notre sondage ont dit qu'ils n'ont pas trouvé un espace de stationnement qui était assez près. C'est important. Les espaces de stationnement présentement se font centraliser, sont remplacés par du stationnement pour les vélos ou par des pistes cyclables. Et une partie de l'opinion publique ou une part de l'opinion publique dit que c'est mieux de façon écologique de réduire l'utilisation des véhicules routiers ou des voitures. Donc, ils désirent bloquer certaines rues et faire en sorte que ce soit difficile d'utiliser une voiture. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est comme moi, qui a le HMD, va être limité avec ses options de déplacement. Et au niveau de la pandémie, avec la distanciation sociale, c'est que les gens s'éloignent dans la rue et même les chaises et les tables sont dispersées dans la rue et c'est encore plus difficile pour une voiture de passer. Donc, lorsque les gens disent « je ne peux pas sortir à moins que je puisse utiliser ma voiture et que je puisse me stationner près de ma destination », l'une des solutions, c'est de s'assurer que certains de ces endroits de service ne soient pas barrés aux voitures et qu'il y ait aussi de l'espace de stationnement à l'intérieur de 35 pieds de ces destinations communes et également qu'il y ait un endroit pour un débarcadère qui est facilitant. Une autre préoccupation, c'est lorsque nous voulons accommoder les vannes qui ont des chaises roulantes. Souvent, le stationnement pour handicapés a été déplacé dans un coin éloigné du stationnement ou dans un stationnement souterrain pour permettre plus de stationnement, ce qui est très bien. Mais pour nous, d'entre eux qui avons le HMD, nous avons également toujours de besoin de cet espace de stationnement qui est à l'intérieur de 35 pieds du bâtiment. Si nous allons au troisième principe de minimiser le temps debout, 83 des problèmes qui ont été rapportés, c'est qu'ils étaient obligés de se tenir en ligne pour obtenir un service. Alors ici, sur le schéma, nous voyons une banque. Nous voyons qu'il y a un service assis, mais qui est tout au bout à la fin de la salle. Il n'y a aucune façon pour moi de marcher et pour me rendre à cet espace, cette aire assise de service. Je dois utiliser une chaise roulante. Donc, d'avoir cette option de service assis est très bien, mais c'est important qu'il soit très près, qu'il soit plus près. Un autre pas auquel nous pourrions penser, c'est lorsque nous sommes debout pour attendre l'ascenseur. Donc, une autre situation où nous devons nous tenir debout et qu'il n'y a aucune option de s'asseoir. Donc, l'une des solutions est de s'assurer qu'au lieu de faire tenir debout les gens, on pourrait leur octroyer un numéro qu'ils puissent s'asseoir et attendre leur tour. S'il y a une file d'attente, il faudrait mettre à disposition des sièges tout au long de cette file d'attente pour que les gens puissent s'asseoir et se reposer au fur et à mesure qu'ils avancent dans la file d'attente et que si le service est disponible, il doit aussi avoir une chaise au bureau de service. La quatrième option est de donner des options pour pouvoir s'asseoir et se reposer, de fournir ces options. Donc, la problématique ici, c'est que si on commence à se lever et à marcher et qu'il n'y a aucune option pour s'asseoir, qu'est-ce qu'on fait en cas de douleur? Ce que nous voyons dans la société, c'est qu'il y a une augmentation d'options de services autonomes, mais ces kiosques de services autonomes demandent une trop grande période de marche pour s'y rendre. Donc, voici
une image visuelle d'un cauchemar either pour quelqu'un comme moi qui est please. atteint d'HMD. Alors, comment est-ce que nous pourrions se promener dans ce vestibule s'il n'y a aucune place assise? So if we want to plan for resting Donc, options, si nous désirons planifier pour avoir des options de repos, nous pouvons folding penser à doorways, because offrir des usually by the sièges à l'intérieur des portes du I've already bâtiment. Habituellement, pour quelqu'un comme moi, 5 une feet fois que je suis rendu dans le and vestibule du rest. bâtiment, j'ai déjà marché une bonne And distance hallway et j'ai besoin de m'asseoir. Également, on devrait fournir des sièges tout 5 près des ascenseurs, every 7 steps. fournir des endroits de repos et des Step forward, sièges à chaque you know, 7 pas lorsque nous and montons des providing étages seating par les escaliers. large Également, fournir des endroits de repos et des sièges lorsqu'il y a de that larges distances à parcourir qui sont plus longues que just 35 pieds. how this Pour vous does donner une image de comment que ça se produit, see for my physical disability. le spécialiste que je dois rencontrer pour mon handicap physique est situé dans un bâtiment où le stationnement pour handicapés est de l'autre côté de la rue, dans un coin Use that très and be éloigné. able to use the Alors, je ne building. peux pas utiliser if ce I park stationnement et penser que je across puisse atteindre le bâtiment. Même si je me stationne beaucoup plus proche, je vais être obligée de traverser la rue, monter des marches pour pouvoir avoir accès au bâtiment. Il n'y a Go up and aucun endroit pour me reposer. Je dois aller jusqu'à un ascenseur, prendre It's long. l'ascenseur et ensuite il y a un corridor d'environ 230 mètres de longueur pour que je puisse me rendre à la porte be du helping bureau de ce spécialiste. Alors really pensez, quelqu'un qui est un spécialiste qui est push supposé me. aider les gens comme moi est complètement inaccessible à moins que quelqu'un soit là pour So, me pousser dans une chaise wanna do roulante. the distance to Donc, be facilitate en the use gros, ce que nous voulons faire, that c'est de people minimiser la distance à parcourir where à they're going. pied, de faciliter l'usage des I'm voitures, de réduire et de minimiser le temps qu'on and doit se rest. tenir debout. On doit And aussi fournir des options pour s'asseoir fréquentes someone can et walk more aussi ne pas assumer que juste parce que significant help. quelqu'un est en mesure de marcher, il sera en mesure de marcher plus de 35 pieds sans avoir des HMD conséquences physiques. Le is projet going de HMD qui a été mentionné par Constance débutera cette semaine et for va se poursuivre jusqu'à by access 2024. Il est financé in par order les to normes identify and d'accessibilité address Canada pour être en those with mesure hidden d'identifier et d'adresser les barrières is that the auxquelles Accessible font Canada face les personnes Act of avec des handicaps cachés de that mobilité. Canada by 2040. So this is very Ils envisagent de retirer, de myself. détruire toutes ces barrières d'ici l'année 2040. Doesn't Alors ça, have c'est très enthousiasmant pour quelqu'un comme moi, car ça pourra faciliter ma vie. In support of this project, we have a Pour website soutenir ce projet, nous avons un site HMD web, Project. hmdproject.org. Vous êtes tous invités that à you y can participer. Il y a un also sign up sondage auquel vous pouvez prendre part. Vous pouvez également vous inscrire to pour faire partie de exist. discussions en ligne sur l'élaboration de Project. meilleures pratiques pour see détruire les barrières qui existent. Si vous allez sur hmdproject.org, vous allez voir l'endroit où vous pouvez remplir le sondage et To- vous inscrire pour les discussions. to encourage Donc, je vous encouragerai and tous call à prendre ce sondage, à remplir le sondage et à encourager vos collègues et vos amis à faire la même chose pour que nous puissions collecter et amasser le plus de données possible. Bonjour, c'est Laura qui vous parle à nouveau. Alors, nous allons enlever l'écran. Désolée, je voyais la vidéo en arrière-plan. Rachel, c'est à vous pour les mots de conclusion. Merci, Lauren. C'est Rachel qui parle. J'aimerais remercier Constance qui a dû nous quitter. Nous désirons la remercier pour cette superbe présentation et ce début du webinaire incroyable. Alors, j'aimerais vous parler de quelques points qui m'ont fait vibrer.
Premièrement, c'était de retirer les frais pour la personne de soutien. Je me souviens quand moi, je travaillais dans la billetterie, nous faisions ça pour des personnes de soutien pour le CNIB. Mais je me souviens pas qu'on avait enlevé les frais et de billets pour les autres personnes de soutien. Alors, j'ai mis cette idée d'élargir notre perception. Qu'est-ce que c'est l'accessibilité et comment est-ce que nous pouvons atteindre ce niveau d'accessibilité? Un autre point que je répète souvent lorsque je parle avec différentes organisations, et ce point est d'informer les gens de célébrer leurs points d'accessibilité qu'ils ont déjà, mais aussi d'être très francs par rapport aux services qu'ils ne peuvent pas offrir. Il faut gérer les attentes des gens pour qu'ils soient prêts à avoir du succès. Et ils vont revenir à vos concerts et à vos événements et à vos environnements et vos spectacles. Alors, pensez à ce qui a vraiment eu un impact sur vous dans la séance d'aujourd'hui. Vous pouvez partager ces idées dans la boîte de discussion et si vous désirez ne pas les partager, prenez le temps de vous asseoir et de penser à ces choses qui vous ont impacté aujourd'hui. Vendredi, nous allons avoir une discussion pause café informelle de 10h30 à 11h30, l'heure de l'Est. Nous serons accompagnés de Constance et nous espérons que Sarah sera en mesure de nous accompagner également. Si vous avez des questions pour Constance, s'il vous plaît, nous les fournir à l'avance pour qu'elle puisse avoir la chance de préparer de belles réponses pour vous. Vous pouvez les envoyer par courriel à lauren.oci.ca, laurin@ocu.ca. En parlant de vendredi, j'aimerais vous rappeler qu'il y a une préinscription requise pour la discussion café. Nous voulons savoir s'il y a des points d'accès qui seront nécessaires. Nous allons fournir les sous-titrages en direct vendredi, mais si vous avez besoin d'autres points d'accessibilité, laissez-nous savoir à l'avance pour que nous puissions les mettre en place pour vous. Je lis une question dans la boîte de discussion. Si nous ne pouvons pas nous joindre à la discussion café, est-ce que nous allons avoir accès aux questions par la suite? Eh bien, nous voulons garder cette session, cette discussion privée pour que ce soit un endroit sécuritaire pour toutes les personnes qui veulent prendre part à la discussion. Donc, nous ne croyons pas que nous allons enregistrer cette séance café. Je ne suis pas certaine, peut-être que nous en ferons un résumé. Lauren, pouvez-vous répondre à cette question? Est-ce qu'il va y avoir un résumé? C'est Lauren ici, à nouveau. Comme Rachel l'a dit, il n'y aura pas d'enregistrement. Nous pouvons discuter de potentiellement prendre des notes écrites. Nous allons vous donner une réponse à cet effet par courriel. Alors, gardez l'œil ouvert pour vos courriels et s'il vous plaît, inscrivez-vous si vous désirez être présent à cette discussion au café. Merci, Lauren. C'est Rachel qui parle maintenant. Alors, si vous êtes la personne qui posait les questions durant la discussion, peut-être que nous allons être en mesure d'obtenir un sommaire ou un résumé de toutes les questions que vous avez posées pour vous les transmettre par la suite. Mais c'est une très bonne question. Merci. Encore une fois, nous complétons cette session d'aujourd'hui. Je vous invite encore une fois d'inscrire dans la boîte de discussion tout ce qui vous a marqué des présentations de cette journée. Encore une fois, j'aimerais remercier nos interprètes et nos interprètes LSQ également et ACL. Alors, une fois j'aimerais remercier Constance pour avoir partagé ses connaissances, ses apprentissages et sa sagesse aujourd'hui. Et maintenant, j'aimerais aussi remercier chacun d'entre vous qui soyez venus ici, vous ayez pris du temps à partager ce grand parcours avec nous. Alors, nous allons vous fournir une structure pour pouvoir inclure des personnes vivant avec des handicaps dans vos endroits publics. En tant que volontaires et employeurs et employés, nous cherchons à avoir une approche bien pensée pour vous donner une idée de comment commencer ou comment continuer les points d'accès que vous désirez offrir. Très bonne journée à tous. C'est à vous, Lauren. C'est terminé pour moi.
Merci Rachel, c'est Lauren à nouveau. Alors j'aimerais vous remercier tout le monde que Lauren a remercié déjà, notre organisatrice, les interprètes. Merci beaucoup. J'aimerais remercier nos organisations partenaires, Ontario Presents et Justice Ontario. Ils ont été des partenaires incroyables. Merci beaucoup à toute notre équipe et merci encore à à nos bailleurs de fonds, le gouvernement d'Ontario, et le Enabling Change Fund. Nous avons beaucoup de reconnaissance. Alors, quelques mots. Nous allons mettre un sondage de rétroaction dans la boîte de discussion. Nous aimerions que vous le remplissiez. S'il vous plaît, aussi, gardez l'œil ouvert pour vos boîtes de réception courriel. Nous allons vous envoyer des éléments de matériel, certains matériels. Nous allons avoir des documents, des questions-réponses, des webinaires. Il va y avoir également un kit de Parle-en à un ami. Si vous désirez partager cette information par les médias sociaux avec un ami, nous allons vous donner de l'information et des outils pour faire cela. Mais encore une fois, nous sommes si reconnaissants de vous avoir eu tous ici, nos présentateurs, nos interprètes et le gouvernement de l'Ontario. Merci beaucoup. Et s'il vous plaît, prenez le temps de remplir le sondage. C'est tout pour Maureen. Merci à tous.